peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Ce programme vous est offert par Airtel Money. À un pouvoir judiciaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique est disposé à intégrer les systèmes licence, master, doctorat, LMD au... Ce programme vous est offert par Airtel Money. Le FAC Opposition salue la volonté du chef de l'État de créer un monitoring chargé des questions de corruption, des détournements et d'enrichissement illicite, mais propose que ce conseiller spécial nécessite à un pouvoir judiciaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique est disposé à intégrer les systèmes licence, master, doctorat, LMD au programme des universités. Institut supérieur de la RDC, recommandation de l'atelier de validation des curricula LMD en gestion des ressources naturelles renouvelables. Antenne A, le journal Mami Tambou. C'est un plaisir, en même temps un honneur de vous retrouver ce soir pour suivre l'essentiel de l'actualité. Dans une lettre datée du 24 octobre 2013, le Premier ministre Matata Ponyo transmet aux membres du gouvernement des mesures conservatoires, je cite, en exécution des décisions prises par la haute hiérarchie. Matata Ponyo demande à ses ministres de ne pas effectuer des missions à l'extérieur du pays, de ne pas conclure de nouveaux engagements financiers, marchés publics et de ne pas signer de contrats, de ne pas recruter, nommer, promouvoir le personnel à tous les niveaux, de ne pas céder, transférer et aliéner les actifs de l'État, enfin de préparer les dossiers pour la remise et reprise dans les cabinets ministériels. Et les forces acquises au changement FAC Opposition ont tenu aujourd'hui à leur siège situé dans la commune de Kinshasa un point de presse au cours duquel elles ont réagi face à l'ordonnance présidentielle portant mesures de grâce relatives aux prisonniers civils en République démocratique du Congo. Un reportage de Sylvain Kapombo Sengele et Africa Mujinga. Le président de la République a signé depuis le mercredi dernier son ordonnance pour matérialiser les recommandations des concertations nationales en vue de baliser l'avenir de la RD Congo. Pour les FAC Opposition, cette ordonnance appelle de leur part des observations importantes. Les FAC Opposition constatent avec amertume que la dernière ordonnance portant grâce présidentielle prise par le président de la République en vue de consolider la cohésion nationale n'a cependant pas rencontré les attentes des concertateurs visant la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Toutefois, les FAC Opposition font de l'espoir que la loi d'amnistie en chantier au Parlement va combler les graves lacunes constatées ci-dessus en procédant
à la libération de tous les détenus politiques et d'opinion en vue de la décrispation politique, gage de la cohésion nationale. Aussi, cette plateforme de l'opposition a formulé son vœu au gouvernement de cohésion nationale. Les FAC opposition exhortent le gouvernement de cohésion nationale à s'investir résolument pour gagner la guerre à l'Est afin d'éviter la balkanisation de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, et parallèlement mettre un terme à l'affairisme des officiers généraux, supérieurs et subalternes de FARDC. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale. Mais que pensent les FAC opposition à propos du dirigeant de ces gouvernements? Les FAC opposition soutiennent que le Premier ministre de ce gouvernement de cohésion nationale doit provenir de l'opposition politique issue des concertations nationales. Les souhaits des fils et filles du pays restent de voir le président Kabila répondre aux espérances suscitées par son discours pour une véritable cohésion nationale. On retrouve encore Sylvain Kapombo Bosengele qui a recueilli le propos de Désiré Kazadi, directeur de Freedom for Journalists, cette organisation de défense de cause des professionnels de médias qui s'est félicité de l'ordonnance présidentielle du chef de l'État concernant la libération de prisonniers civils en République démocratique du Congo. Cette structure estime que la grâce présidentielle concerne aussi bien la libération du journaliste incarcéré dont Patrick Palata, condamné à 20 ans de prison ferme. Le FFJ sollicite de l'autorité compétente le transfèrement de ces derniers dans un hôpital pour de soins appropriés. L'organisation de défense et de promotion de la liberté des médias Freedom for Journalists a pris connaissance de l'ordonnance du président de la République portant à mesures collectives de grâce. Et ici, nous réagissons par rapport au journaliste Patrick Palata, condamné en appel à 20 ans de prison ferme par la cour militaire de Matadi, du Bas-Congo. Nous voudrions ici prendre acte de l'ordonnance du chef de l'État, mais nous voudrions préciser que tout naturellement Patrick Palata devra être bénéficiaire justement de cette mesure, mais nous aimerions souligner le fait qu'à ce jour, Palata est toujours malade. Son avocat, Maître Ali, nous avait saisi dans une lettre qu'il avait adressée au premier président de la haute cour militaire. Il a réservé copie à Freedom for Journalists. Nous demandons aux autorités, principalement au chef de l'État, de pouvoir concourir à son transfert pour des choses appropriées. Et donc l'ordonnance ici devra aussi concerner Patrick Palata, c'est sûr, parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Et donc quand nous lisons tous les articles contenus dans cette ordonnance, il y en a 7, nous nous rendons compte que Patrick devra aussi être concerné, parce que déjà, condamné à 20 ans, il devra, n'est-ce pas, voir sa peine, n'est-ce pas, être commuée. Nous allons également, c'est l'occasion que vous nous offrez, vous, des médias, pour que nous puissions interpeller, rappeler au chef de l'État qu'il y a 3 autres journalistes qui sont en prison et qui doivent être également bénéficiaires du même geste qu'il a posé au nom de la cohésion nationale que nous. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une dépêche publiée en début d'après-midi, l'agence France Presse fait état de combats survenus ce vendredi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, 4 jours après la suspension des pourparlers de paix entre les deux parties. Les affrontements s'est déroulés à Kanyamaoro, environ 25 km au nord de Goma, province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Les
deux camps s'accusent mutuellement d'avoir attaqué les premiers. Ils nous ont attaqués, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Olivier Amouli, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Les FRDC ont attaqué nos positions à 4 heures dans la zone de Kanyamaoro, Kibumba, a affirmé le porte-parole militaire de rebelles Vianney Kazarama. Une source de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a indiqué que c'était la rébellion qui avait pris l'initiative. À l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies célébrée hier 24 octobre, les chargés des communications des agences du système des Nations Unies ont fait la descente dans quelques écoles de la ville de Kinshasa. Question de sensibiliser les élèves sur le rôle de cette organisation mondiale. Le commentaire est rendu par Sylvie Fortuné-Boula. Une journée pas comme les autres aux agences du système des Nations Unies. Leurs chargés de communication se sont pointés de manière séparée dans quelques écoles de Kinshasa. Ici, à l'école conventionnée salutiste John Mabwidi, les élèves ont appris le fonctionnement des Nations Unies dans leur ensemble et cela pendant une trentaine de minutes. Le même geste a été fait à l'Institut Lumumba. Les élèves ont même posé beaucoup de questions, surtout celles se rapportant à l'action de la MONUSCO. Fabienne Pompey, chargée de communication du PAM RDC, parle de la motivation de cette descente. Le 24 octobre, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des enfants, des écoliers de ce pays, leur faire une présentation de ce qu'est le système des Nations Unies, comment ça fonctionne à RDC. Il y a effectivement, tout le monde connaît la mission de maintien de la paix de la MONUSCO. Il y a aussi des agences de développement, il y a aussi des agences humanitaires qui ont tous des mandats extrêmement différents, puisque les humanitaires, par exemple, sont neutres, impartiaux, indépendants. Les agences de développement travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour le développement et la MONUSCO assure la protection des populations et un volet, évidemment, et la partie militaire. Donc c'est extrêmement différent et à la fois, on travaille tous de façon coordonnée. Donc cette structure qu'on veut expliquer et puis surtout pouvoir écouter les questions des enfants. Le lycée Bolingani a également fait l'objet de la sensibilisation. Et partout, les cadeaux ont été distribués aux élèves qui se sont distingués au test portant sur la connaissance des Nations Unies. Et puisque nous parlons de Nations Unies, sachez que selon un nouveau rapport de la MONUSCO couvrant la période 2012-2013, environ 1 million d'enfants soldats se battraient aux côtés de groupes armés actifs dans l'est du pays. Le chef de la force onusienne, Martin Kobler, a réclamé jeudi leur libération sans condition. Selon le dernier rapport de la mission onusienne, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, environ 1 millier d'enfants soldats âgés de 6 à 17 ans seraient présents dans les rangs de groupes armés présents dans l'est du pays. Citation, presque 1000 enfants ont été recrutés par des groupes armés entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2013, a indiqué jeudi 24 octobre le chef de la MONUSCO lors d'une présentation du rapport à la presse à Kinshasa. Des mesures concrètes doivent être prises pour les protéger et j'invite tous les groupes armés à libérer sans condition tous les enfants de leur rang. Fin de citation. Le rapport de la MONUSCO indique que 3 groupes armés de l'Est comptent à eux seuls plus de 450 enfants soldats. La milice Hutu-congolaise Nyatura 190, la rébellion Hutu-rwandaise de Force démocratique de libération du Rwanda 137 et le groupe armé essentiellement Tutsi du M23 124. Dans l'actualité aussi, ils sont venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo, les recteurs et professeurs d'universités et instituts supérieurs pour 2 jours d'atelier sur la validation du curricula au format LMD, entendez licence, master, doctorat en RDC. À l'issue de ces travaux appuyés par la coopération allemande, les participants ont conçu un guide comme mode d'accompagnement de ce processus LMD en RDC. Patricia Mouli et Mathieu Ngadipofi étaient sur place. Après 6 ans de mise en œuvre du processus d'information et de sensibilisation au format LMD, entendez licence, master, doctorat de la filière des gestions des ressources naturelles renouvelables, les recteurs, doyens des facultés et professeurs participant à cet atelier ont validé les curricula de ce format LMD. Le but du présent atelier était d'aboutir à la validation par le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire et scientifique des 5 curricula au format LMD sur la gestion des ressources naturelles renouvelables. Voici la synthèse de ce qu'a été nos travaux. Les curricula qui sont aujourd'hui élaborés ont effectivement suivi tous les schémas qui est établi par la Commission permanente des études du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire
pour que ces curricula soient alors validés. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, son directeur de cabinet, le professeur Maurice Tingou, a clôturé les travaux. Il a démontré à suffisance la volonté du gouvernement à ces processus. Le ministère des Ressources a signé en août 2013 un arrêté portant format LMD et a créé une coordination nationale sur l'assurance qualité du processus LMD en RDC. J'encourage toutes les parties prenantes à se mobiliser pour la poursuite des étapes restantes afin qu'au bout de l'année académique 2013-2014, les établissements sélectionnés puissent réellement assurer les bases du système LMD dans cette phase d'expérimentation avant de l'étendre à d'autres institutions et ou autres filières d'études. Je félicite les experts pour la production du guide méthodologique au manuel d'accompagnement, pour l'application des programmes validés, afin de s'assurer de l'harmonisation des contenus de chaque matière retenue et de sa lisibilité dans la formation. Les voies d'un processus d'arrimage est balisée. La coopération allemande GIZ va poursuivre son accompagnement dans la stratégie 2020 pour mieux asseoir la gestion des ressources naturelles renouvelables dans les instituts et universités congolaises. Et dans le domaine de la coopération, après l'Espagne, la Chine et la Corée du Sud, les États-Unis souhaitent soutenir le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Inga 3, l'un des projets les plus ambitieux de la RD Congo. Selon Jeune Afrique, les États-Unis pourraient entrer dans la danse à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo le 14 octobre dernier. Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, lui a annoncé que l'agence américaine USAID soutiendrait le projet. Des groupes comme General Electric pourraient également se mettre sur le rang aux côtés des sociétés coréennes, espagnoles et chinoises qui ont déjà exprimé leur intérêt. Le coût de construction estimé pour Inga 3 est de 8,5 milliards de dollars. Le besoin de financement total, incluant l'inflation et les frais financiers, est d'environ 12 milliards. Direction Grand Hôtel Kinshasa pour la suite de nos reportages où il y a eu hier jeudi présentation des réalisations du projet régional sur le manioc en Afrique centrale et orientale ainsi que les enjeux pour la gestion et le contrôle de la striure brune par la FAO. Les symptômes de ces virus ont été signalés en République démocratique du Congo, dans la province du Bas-Congo et au nord de l'Angola. Sylvain Kapongo-Sengele pour le reste. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans pour autant que la population de la RDC se serve du manioc dans leur régime alimentaire. Ce dernier est une culture très stratégique, constituant en Afrique centrale et orientale en général et en RDC en particulier une des principales sources de revenus des ménages qui est cultivée par les agriculteurs pauvres, des femmes pour la plupart. Malheureusement, la culture du manioc se heurte à de multiples contraintes, parmi lesquelles la mosaïque qui a occasionné une forte baisse de la production, passée de 20 millions de tonnes en 1992 à environ 15,5 tonnes en 2011. Selon les résultats d'une étude régionale manioc financée par la Commission européenne et exécutée par la FAO dans 7 pays de l'Afrique centrale et australe, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, la République centrafricaine, le Gabon et la RD Congo, l'on a constaté la réapparition de la striure brune, un virus qui s'attaque aux plantes de manioc, rendant ainsi ses racines impropres à la consommation. Vous savez l'importance du manioc dans l'alimentation du Congo et des Congolais. Malheureusement, il y a de grosses menaces qui pèsent sur certaines cultures, notamment à travers des maladies virales qui détruisent complètement les tubercules. Nous allons échanger avec les principaux acteurs pour que tout le monde soit conscient des dangers. Le deuxième résultat, c'est que nous avons pu appuyer le service de l'agriculture au niveau de la province du Sud Kivu à mettre en place des meilleurs mécanismes de coordination sur la distribution des boutures saines de manioc auprès des producteurs. Présent à cet atelier, le ministre de l'Agriculture a invité tous les partenaires techniques et financiers à apporter leur appui à la politique de la révolution de la modernité et à la lutte contre les maladies et les ravageurs du manioc.
Et maintenant, la traditionnelle opération prise en charge de sinistrés où 8 agences SONAS ont payé 105 dossiers sinistres hier jeudi à l'espace Jeudi Sinistre situé dans la commune de Limete. L'opération a été coordonnée encore une fois par Lucien Ekofo, directeur régional. Willy Kesha pour le résumé. Dans la soirée de ce jeudi 24 octobre, les agences de la SONAS payaient encore les dossiers sinistres en souffrance. Cette prise de conscience et la détermination de l'assureur national à honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients a été un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. J'ai été amputé la jambe. L'accident s'est produit, c'était en 2010. On a amorcé les dossiers. On a transigé avec la SONAS. La SONAS a commencé à payer et le dossier a abouti. C'est la raison pour laquelle on se sent fier de notre société qui est l'assurance et nous encourageons et nous demandons à ceux-là qui tergiversent encore d'aller vite pour se sécuriser puisque l'assurance c'est la sécurité en cas d'accident. Depuis sa prise de fonction, le directeur régional Lucien Ekofo n'attend pas manquer une seule fois l'opération Jeudi Sinistre. Ici, il contrôle l'effectivité de la paye pour corriger les erreurs du passé. Au même moment, il sanctionne les agents payeurs qui se méconduisent. De Limete au cercle français de la Gombe pour parler football maintenant, c'est-à-dire que nous sommes déjà en sport avant d'entrer en danse à la Ligue nationale de football Division 1 le dimanche 27 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte face à la jeune formation quinoise de Rujolu. Le président de Daring Club Motema Pembe Chimanga et quelques membres de son comité ont organisé une conférence de presse ce vendredi 25 hier plutôt 24 octobre au menu l'unité afin de bouter dehors tout ce qui perturbe la bonne évolution de leur team chéri. James Katamboa, Patrick Borel-Mukiti. Les hommes forts actuels du DSMPK étaient devant la presse ce jeudi 24 octobre 2013 au cercle français de la Gombe. Didier Chimanga, président de la section football faisant l'intérim de la coordination, était entouré d'Herman Bolambele, secrétaire général de l'équipe, et d'Edi Mukuna, vice-président de la section football faisant l'intérim du président de la section. Ces face-à-face avec les hommes des médias étaient très attendus au vu du flou qui entourait la direction de l'équipe. À ce sujet, les correspondances officielles de Daring Club Motema Pembe ont été claires. Max Mayaka, président des coordinations de l'équipe, reste suspendu. Il n'y a donc aucun changement particulier, si ce n'est la suspension du président Jean-Max Mayaka, qui a eu effet le 2 octobre de cette année et qui est toujours en cours jusqu'aujourd'hui. Et le comité n'est pas déstabilisé, mais seulement dans les chiffres de M. Mayaka, il y avait ces chiffres d'accusation. Notamment, je cite, le fait d'avoir déclaré à la télévision qu'il aurait alimenté le compte BIC du club en versant 10 000 $ américains, alors qu'il n'était que du mensonge grossier. L'ouverture de la saison 2014 est prévue pour ce dimanche 27 octobre 2013. Le staff dirigeant de l'SMP promet de présenter les joueurs retenus pour la campagne 2013-2014, 24 heures avant le coup d'envoi du championnat. On ne quitte pas encore le football après plusieurs péripéties qui bloquaient le démarrage de la Ligue nationale de football pour l'édition 2014. Le comité a choisi d'ouvrir la saison sportive en République démocratique du Congo par 7 rencontres qui vont bouger les différents stades de la République. Patrick Borel-Mukiti vous présente les combinaisons de la première journée. Après une autre réflexion due au départ du président Yav Tibal à la tête de la Ligue nationale de football, la 3e édition de la Division 1 va bel et bien démarrer à temps avec cette formation répartie en 2 poules A et B, dont Mazembe et V Club sont tête des séries. À l'issue de ces championnats nationaux, chaque club jouera à fortiori 14 matchs avant de passer à l'étape des demi-finales qui verra le 2 premiers s'effrotter les bottines pour chercher les 3 places précieuses synonymes des qualifications aux compétitions africaines organisées par la CAF. Cette initiative du comité d'organisation permettra aux clubs congolais qui feront flotter les drapeaux du pays dans les compétitions interclubs en 2014 d'avoir les compétitions dans les jambes afin d'éviter l'adage du célèbre auteur français Pierre de Coubertin qui disait que l'essentiel c'est de participer. Pour la première journée, le calendrier prévoit Mazembe et Lima, Makiso, Dauphin Noir, MK Nika, Lupopo de Moscou, Rojolu, DSMP,
Chikunku Asvel Club, Sangabalende Bumbashi Sport et Mungano Shark Club. Espérons que cette énième édition se jouera en aller comme au Sylvie Fortuné Mboula s'est rendue dans les kiosques à journaux pour vous sélectionner les grands titres des parutions à revue de presse. Bonsoir. Les pourparlers de Kampala ne sont pas suspendus, a déclaré Martin Kobler. L'Observateur rapporte qu'en faisant preuve d'une conviction inébranlable, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a bel et bien affirmé hier au cours du point de presse hebdomadaire conjoint des Nations Unies à Kinshasa que les pourparlers de Kampala ne sont pas suspendus. En dépit de son espoir à un aboutissement heureux de pourparlers de Kampala, le patron de la mission onusienne révèle qu'il y a Nos excuses pour cette mauvaise liaison technique. Vous étiez en train de suivre la revue de presse. Eh bien, nous vous la proposons. Nous sommes donc désolés, c'est la fin de cette grande édition d'actualité. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de José Moussangana qui a coordonné cette grande édition d'actualité qui va d'ailleurs vous informer demain à partir de 7h30. Quant à moi, je vous retrouve à partir de lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. Merci.